Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e épisode de Visionnaire et Bagnole. Et aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un constructeur automobile comme je l'ai fait jusqu'ici, mais d'un pilote. Pas n'importe lequel, je vais vous parler de Juan Manuel Fangio. Originaire d'une famille d'immigrés italiens, Juan Manuel Fangio est né le 24 juin 1911 en Argentine à Balcarce. Son père est alors ouvrier maçon et sa mère s'occupe déjà des 4 premiers enfants. Fangio va être le 5e d'une fratrie de 6. Très vite, il s'avérera que Juan Manuel Fangio n'est pas vraiment fait pour les études. Les résultats à l'école sont pas fous, concrètement. Mais il commencera à se passionner pour le football et pour la mécanique dès son plus jeune âge. Si bien qu'à 11 ans, en parallèle de ses études bien sûr, il devient apprenti mécanicien dans un petit garage de sa ville natale où il prépare notamment des voitures de course. C'est seulement quelques années plus tard, et donc extrêmement jeune, qu'il est engagé par Ford puis par Studebaker. Et il va pas se contenter d'être engagé, en fait il va être un des meilleurs mécaniciens de leur concession et du coup c'est à seulement 16 ans qu'il va devenir pilote d'essai. En 1929, alors qu'il n'a que 18 ans, un riche client de la concession va lui proposer de venir faire copilote dans certaines des courses avec lui. Puis jusqu'en 1932, sa vie sera assez calme, en tout cas pour ce qui nous intéresse, ce sera le calme plat. Puis il sera contraint de réaliser son service militaire de 1 an entre 1932 et 1933. En 1933, à la sortie de son service militaire donc, il va ouvrir un garage, son propre garage, avec son père. En 1936, il va engager la Ford A d'un ami et client en compétition. Entre 1936 et 1938, il va réitérer plusieurs fois l'expérience, avec la Ford A, mais aussi avec une Buick V8, et enfin il finira avec une Ford V8 de 85 chevaux. C'est avec cette dernière qu'il arrivera 3e de sa manche qualificative de la compétition Grande Premio des Necochea, désolé si je l'ai mal dit, et puis 7e de sa course, qui va un peu marquer ses débuts en compétition avec ses premiers vrais résultats. Prenant peu à peu conscience de son talent, Fangio décide de s'engager réellement en compétition en 1939. Là, en gros, il va s'y mettre sérieusement. Non pas qu'il s'engageait pas avant, c'est juste que là, il va se dire, bon, faut que je fasse une saison complète, il me faut une voiture compétitive, enfin voilà. Et d'ailleurs, le choix va être assez marrant, c'est que il va aller sur des courses de route qui sont extrêmement populaires à ce moment-là en Argentine. Donc il va pas continuer sur des courses de circuit, mais plutôt sur ce qui s'apparenterait à du rallye. Comme je vous disais, il est décidé, donc il investit et s'offre une Chevrolet 6 cylindres. Armé de son nouveau bolide, il va battre assez rapidement les frères Galvez qui jusque-là étaient considérés comme les meilleurs pilotes d'Argentine. C'est en 1940 qu'il va remporter sa première course, le Grand Premio del Norte. C'est une course absolument folle, bref. Ça part de Lima au Pérou, d'accord, et ça arrive à Buenos Aires en Argentine, en traversant la cordillère des Andes, et ces plus grands cols qui quand même culminent jusqu'à 4000 mètres, d'accord? C'est quand même pas mal comme course, c'est très physique. C'est la même année qu'il obtient son premier titre de champion d'Argentine des carreteras. Donc les carreteras, c'est ces courses-là dont je vous parlais, les courses de route, donc qui s'apparentent un peu à du rallye. Et il va garder d'ailleurs le titre aussi en 1941. Donc en fait, il devient un des meilleurs pilotes d'Argentine, tout simplement. Malheureusement, à partir de 1942, la guerre mondiale qui faisait déjà rage en Europe, elle va s'exporter à l'international et forcément l'Argentine va être touchée financièrement, l'économie de l'Argentine en pâtit, et donc ils sont obligés de stopper pas mal d'activités, dont les courses automobiles. Fangio va alors se consacrer durant ces années pleinement à son garage automobile avec son père. Voilà. En 1946, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le général Juan Perón arrive au pouvoir de l'Argentine. Et il se trouve qu'il s'agit d'un passionné automobile et qu'il va vouloir utiliser l'automobile pour mettre en avant l'Argentine. Il va donc insister pour créer un championnat argentin de course sur circuit nommé Temporada. Et le but, c'est d'y inviter les meilleurs pilotes de l'époque, c'est-à-dire globalement les Français et les Italiens à cette époque, voilà, on va pas se mentir. Il y avait quelques Anglais, quelques Allemands, mais globalement c'était beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, les meilleurs pilotes.
Lors de la première saison, en 1947, Fangio manque de moyens et va donc tourner avec une voiture qui n'est pas du tout adéquate et qui ne lui sera absolument pas flatteur. Mais entre les deux saisons, Fangio va obtenir des bons résultats dans certaines courses, donc des courses hors saison. Ainsi, l'Automobile Club d'Argentine, voulant que les Argentins soient mis en avant, vont décider d'aider Fangio et vont lui prêter une voiture beaucoup plus compétitive pour la saison 1948. Et bingo, c'est à cette saison que Fangio va se faire remarquer et notamment à l'international. C'est aussi au cours de cette saison qu'il va se lier d'amitié avec certains des plus grands noms du pilotage comme Jean-Pierre Ouimille par exemple. En parallèle, le général Juan Perón va estimer que défendre les couleurs de l'Argentine sur son propre territoire n'est pas suffisant. Et il va vouloir favoriser l'envoi des pilotes argentins vers l'Europe pour qu'ils puissent courir et défendre les couleurs de l'Argentine directement là où se passent les plus grandes courses du monde. Bien évidemment, ce sont les meilleurs pilotes argentins qui sont sélectionnés et Fangio en fait évidemment partie. Arrivé en Europe, les étoiles s'alignent pour Fangio, puisqu'un pilote de F1 de l'écurie Gordini n'est plus apte à courir à la suite d'un accident. Oui, alors les étoiles s'alignent, bon, c'est triste pour ce jeune pilote, hein, bien évidemment, mais n'empêche que c'était une opportunité pour Fangio et qu'il l'a saisi, normal. Fangio va donc prendre sa place et courir son premier GP de F1 à Reims en 1948. Malgré une course exceptionnelle, les Alfa Romeo sont tout bonnement imbattables. Elles sont mécaniquement impossibles à battre. Elles surpassent toutes les autres voitures et peu importe le pilote qu'on met dedans, elles gagnent. Voilà, c'est pas compliqué. Les Alfa Romeo à ce moment-là, les Alfetta on les appelle, et d'ailleurs il y aura une vidéo où je parlerai des Alfetta, monstrueuse. En 1949, Fangio remporte la dernière course de la temporada, donc en Argentine, et est engagé dans l'équipe argentine, fondée la même année pour courir en Europe. Donc cette fois, c'est pas uniquement on envoie des pilotes et on les aide, cette fois on fonde une équipe argentine et on les envoie tous en Europe ensemble, comme une équipe argentine. Et il se trouve qu'en 1949, il se passe aussi quelque chose de plutôt pas mal pour Fangio, d'assez négatif pour le monde de l'automobile en vrai. Alfa Romeo est absent. Voilà, Alfa Romeo est absent de la Formule 1. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu plusieurs décès, dont Jean-Pierre Ouimille, un autre pilote et le directeur de course d'Alfa Romeo. Et là, du coup, Alfa Romeo, ils décident de suspendre leur activité de course le temps d'une année, le temps de reconstituer une équipe digne de ce nom. Fangio va alors tout simplement triompher pendant toute la saison, en remportant pas moins de 6 grands prix. Donc quand il va rentrer en Argentine, je vous dis pas comment il rentre en tant que héros national, déjà, mais surtout, vous vous rappelez que je vous ai dit Alfa Romeo, ils ont perdu 2 pilotes et du coup ils ont pris une année pour reconstituer leur équipe. Bon, à votre avis, qui ils vont sélectionner? La meilleure écurie du monde, à ce moment-là, qui voit un pilote écraser absolument tout le monde. Bah forcément, il l'engage. Donc Fangio obtient un volant chez Alfa Romeo. Bon, alors, saison 1950, Fangio plus Alfa Romeo, bon, c'est bon là, c'est win. 1950, en plus de ça, c'est pas n'importe quelle année. Parce que 1950, les amis, c'est la création du championnat du monde de Formule 1, qui n'existait pas avant ça. Avant, il y avait les Grands Prix, donc chaque course était une course, voilà. Et il n'y avait pas de championnat qui prenait des points à chaque course et donnait un titre de champion du monde. Aujourd'hui, il y a ce titre, bien évidemment, et ce titre, il a été créé en 1950. Bon, les Alfa Romeo, elles sont toujours mécaniquement intouchables, imbattables, donc voilà, c'est une domination sans pareil. Et du coup, la compétition, elle va jouer entre 2 pilotes. Fangio, et puis son collègue qui travaille pour Alfa Romeo, Giuseppe Farina. Et il va y avoir une bagarre assez importante entre les deux, si bien que Fangio va finir vice-champion du monde à seulement 3 points de Farina. 3 petits points. C'est comme ça, voilà. Il marquera quand même les esprits à Monaco en réalisant le premier hat-trick de l'histoire, c'est-à-dire pole position, plus meilleur temps au tour pendant la course, plus victoire. Mais en 1951, Fangio arrive plus déterminé que jamais et enchaîne 3 victoires en Grand Prix. Oui, mais en 1951, c'est aussi une année particulière parce qu'il y a quelqu'un qui se ramène en 1951 et ce quelqu'un, il s'appelle Ferrari. Ouais, la marque Ferrari s'engage en Formule 1 en 1951.
Et croyez-moi, c'est loin d'être des branquignoles. Et Ferrari, du coup, après un début masqué par les victoires de Fangio, eh ben, ils vont à leur tour enchaîner les victoires et briller, si bien qu'il semblait qu'ils allaient gagner. Semblait, oui, mais on parle de Fangio. Et donc il va remonter la pente et il va reprendre pile le nombre de victoires nécessaires pour devenir le champion du monde en titre et remporter du coup son premier titre de champion du monde de Formule 1. Voilà. En 1952, beaucoup de choses vont s'enchaîner, dont l'arrêt de Alfa Romeo en compétition. Ouais, ils arrêtent la compétition et donc Fangio va aller chez Maserati. À l'époque, Maserati ont la 250F qui fonctionne vraiment très bien et donc Fangio est assez satisfait d'intégrer l'écurie Maserati. Il se trouve que il va se passer un petit malheur. La veille des qualifications du Grand Prix de Monza, Fangio y participe à une petite course libre, voilà, comme ça, certainement pour s'entraîner ou pour s'amuser, je sais pas, faut pas oublier non plus que c'est un passionné avant d'être son travail, hein, voilà, c'est quand même un passionné. Et il comptait prendre l'avion pour rejoindre Monza. Le problème, c'est que les conditions météorologiques vont obliger son avion à atterrir à Paris. Et on est la veille des qualifications. Donc Fangio, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une voiture, il va conduire toute la nuit de Paris jusqu'à Monza et il va arriver juste avant le début de la course. C'est-à-dire qu'il a raté les qualifications. Il a raté les qualifications, il arrive juste avant le début de la course. Donc si je résume, il a fait une nuit blanche à conduire de Paris jusqu'à Monza. Il sortait d'une course qu'il venait de faire, donc il était déjà de base fatigué. Et en plus de ça, il part en dernier puisqu'il a raté les qualifications. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe en F1. Donc, ce qui va se passer, tout simplement, hein, c'est que Fangio va essayer de récupérer son retard. Et il va se mettre à conduire très vite, très fort, et très aux limites de ce qu'il sait faire. Sachant qu'il est très fatigué. Évidemment, il part à la faute. Il part à la faute, c'est un énorme accident. Il échappe de peu à la paralysie à vie, mais par contre, il fait quand même une croix sur toute la saison. Voilà. Il doit porter des plâtres, il a plusieurs fractures à différents endroits, etc. Enfin bref, c'est voilà. Donc c'est fini pour lui. La saison, elle est terminée. Impossible de continuer. Et donc il va prendre tout simplement une année. Voilà. En 1953, c'est pas non plus une année très glorieuse pour Fangio, puisqu'il n'arrivera tout simplement pas à battre les Ferrari qui sont intouchables. Et donc il se contentera d'une seconde place. Voilà. En 1954, Fangio commence la saison sur les Maserati, mais en réalité il a été contacté en 1953 par Mercedes qui désire s'engager en F1. Le truc c'est que Fangio, bon, il a une carrière, il fait partie des meilleurs pilotes de Formule 1 à cette époque-là, et effectivement Mercedes paraît prometteur, mais bon, Fangio il veut des preuves. Alors il dit tout simplement, moi je commencerai sur Maserati, et puis si ça se passe bien, je vous rejoins, voilà. Et c'est ce qui va se passer. Donc il va commencer avec la Maserati 250F et puis il va passer sur la Mercedes W196 un peu avant la mi-saison. Et en fait, tout simplement, il va continuer à écraser toute la concurrence. Il écrasait la concurrence avec la 250F, il passe sur la Mercedes et il écrase les autres qui conduisent la 250F. C'est... voilà. Hein, là, c'est plus une question de voiture, c'est une question de pilote. Clairement. Et donc, bien évidemment, il va s'offrir son second titre de champion du monde de Formule 1. Voilà. En 1955, le début de saison de Fangio se passe extrêmement bien sur la Mercedes. Hein. Tellement bien que lui et Mercedes vont s'autoriser une petite parenthèse pour participer aux 24 heures du Mans. Tout simplement. Aux 24 heures du Mans 1955, Mercedes aligne donc deux 300 SLR. Une pilotée par Fangio et Stirling Moss, et puis une deuxième. Bon, je vais pas vous laisser plus de suspense, de toute façon vous le savez très bien, j'ai fait une vidéo sur la 300 SLR où j'ai déjà parlé de tout ça, je crois que j'en ai déjà parlé en plus dans d'autres vidéos. Bien évidemment, 1955, c'est l'année du crash le plus mortel de l'histoire de l'automobile. Voilà, tout simplement, de la course automobile. Et c'est une 300 SLR qui va se crasher. Et c'est pas celle de Fangio et Stirling Moss, c'est la deuxième. Et je vous passe les détails, mais en gros, une Austin qui devait sortir pour aller au stand. Au dernier moment, on met un coup de volant pour pas aller au stand. Une Jaguar se décale pour éviter la Austin. Et la 300 SLR qui arrive bien plus vite derrière, puisque vous le savez, il y a des catégories différentes au Mans. Et la 300 SLR courait dans les grosses catégories alors que les autres dans les petites. N'a rien pu faire. Elle s'est tapée la Jaguar. Elle s'est envolée, elle est passée par-dessus le terre-plein, elle est arrivée dans le public, elle s'est écrasée dans le public.
Elle a été disloquée sous l'impact et les débris ont tué énormément de personnes. J'ai plus le nombre de morts et le nombre de blessés là en tête comme ça. J'ai dit que j'allais pas me passer plus de temps que ça sur l'accident dans cette vidéo. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous voulez plus de détails, allez voir les autres vidéos. Mais voilà, c'est tragique, c'est comme ça. Voilà, c'est arrivé. Ça a eu des conséquences monumentales sur la course automobile. Déjà, très simplement, hein, quelques heures après l'accident, Fangio et Stirling Moss étaient en tête. Et tout simplement, Mercedes va demander à l'équipe de s'arrêter. Et ils vont renoncer à la course, en signe de respect aux victimes. Ils vont aussi annoncer tout simplement qu'ils vont arrêter la course en endurance, toujours en respect aux victimes. Ce qui se passera ensuite, c'est que l'impact est tellement fort qu'il y a même certaines courses qui vont être annulées par la suite, dont des Grands Prix de Formule 1. Donc la saison va être quand même très raccourcie. Et donc, Fangio va quand même gagner son titre de champion du monde. Je ne sais pas si c'est le plus beau titre que gagnera Fangio, étant donné les circonstances des 24 heures du Mans, le fait que la saison était raccourcie, etc. N'empêche que, voilà, en tout cas sur l'ensemble des courses qui ont été courues, il a dominé tout le monde. Voilà. Et puis, il va se passer aussi autre chose, une autre conséquence de cet accident, c'est qu'à la fin de la saison 1955, Mercedes se retire totalement de la compétition. Et ils promettront de ne plus courir pendant, je crois que c'est 50 ans ou 30 ans, un truc comme ça, et chose qu'ils ont totalement respectée. Ils sont revenus aux 24 heures du Mans avec la CLK GTR. Voilà, seulement dans les années 90. Mais au moment où Mercedes se retire, Fangio, il a 44 ans. Et il se dit, peut-être que c'est le moment aussi pour moi d'arrêter. Mais, encore un rebondissement, et cette fois un rebondissement politique, le général Péron est renversé. Ouais, parce qu'en fait c'était un peu un dictateur, donc voilà, il est renversé, et il va y avoir quelques petits soucis, notamment le fait que Fangio était très apprécié du général Péron. Pourtant Fangio n'a jamais participé à sa propagande, il s'est toujours montré assez éloigné du général, mais à ce moment-là, Fangio a peur qu'il y ait une chasse aux sorcières et que les gens le pointent du doigt, que certains de ses biens soient confisqués, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et donc Fangio se dit, je vais pas prendre de risques, je vais rester en Europe et je vais continuer à faire de la course, hein, parce que si jamais on me prend tout en Argentine, j'aurai au moins quelque chose pour vivre ici, quoi. Et surprise, 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 Fangio va prendre un volant chez Ferrari. Alors on pourrait se dire, trop cool, Fangio, pilote incroyable, ça va être trop bien, ils vont conduire avec Ferrari en plus qui sont dans l'âge d'or, qui viennent d'apparaître, qui essayent de gagner les Grands Prix, on sait très bien ce que va devenir Ferrari après, c'est fou, c'est trop bien. Oui, alors, c'est une saison très complexe, hein, puisque Fangio va enchaîner de nombreux problèmes mécaniques. Et il va accuser ouvertement Enzo Ferrari de favoriser le jeune pilote Peter Collins. Pas ouf l'ambiance, surtout que Enzo va tout simplement, vous le connaissez, hein, Enzo il va pas fermer sa bouche, hein, c'est pas le genre. Donc Enzo il va répondre en disant que Fangio ne fait pas de son mieux, et il va même pointer du doigt des erreurs anormales chez le triple champion du monde. Ouais oui, quand t'es triple champion du monde et que tu viens frotter un trottoir pendant les essais à Monaco, bon, c'est un peu bizarre quand même. Il y a des choses, voilà, il y a des erreurs comme ça qui sont un peu louches. Puis il y a aussi des erreurs qui sont très louches, enfin des problèmes mécaniques qui sont très louches. C'est vrai que Fangio a que des casses, hein, que des casses moteurs. Il y a que des problèmes mécaniques tout le temps. Alors à chaque fois il trouve une solution, il lui donne une voiture de rechange, ou alors il conduit la voiture de un tel, de machin, de bidule, enfin bref. Au final, il finira par gagner quand même son titre de champion du monde, son 4e titre de champion du monde, mais par contre, juste après, il se casse. Hein. Ciao Ferrari. En 1956, Fangio, qui veut donc plus du tout travailler avec Ferrari, retourne alors chez Maserati et retrouve la 250F. Elle est toujours repartie, elle. Commence à faire un peu vieille, mais ça marche encore, puisqu'il va réaliser une saison d'anthologie avec la 250F. Avec plusieurs exploits, notamment en course sur circuit en Argentine, où les pneus vont être complètement usés à la fin de la course, et il va être obligé de prendre absolument toutes ses trajectoires en glisse pendant un tour. Et ça va être magnifique. Voilà. Un spectacle d'extase avec que des glisses, que des glisses, que des glisses. Même dans les lignes droites, limite il en glisse. Incroyable. Et voilà, il fera quelques exploits dans ce genre-là et bien évidemment, il obtiendra son 5e et dernier titre de champion du monde de Formule 1.
Après quelques courses en 1957, il n'a pas arrêté d'un coup, mais en gros, Fangio se retire complètement de la course. Voilà. Il prendra le poste de directeur Mercedes en Argentine, quand même pas mal, et continuera de suivre de près le monde de la course. Il apparaîtra même souvent dans des réunions de passionnés et se liera même d'amitié avec certains des plus grands champions du monde de Formule 1 de leur époque respective, comme par exemple Ayrton Senna. Enfin, Juan Manuel Fangio décède en 1995 à Buenos Aires, à l'âge de 84 ans. Il restera une figure iconique de l'histoire de la course automobile. Son record de 5 titres de championnat sera seulement battu par Schumacher plus de 50 ans après. Ouais, quand même. Et il est donc considéré comme beaucoup par le plus grand pilote de Formule 1 de l'histoire. Surtout que ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que si le championnat du monde de Formule 1 avait été créé une année avant, il aurait peut-être eu un titre de plus. Au-delà de rester une figure du monde automobile, il restera également une figure importante en Argentine, si bien qu'à son décès, l'Argentine décrète 3 jours de deuil national, pendant lesquels son cercueil fut exposé dans le salon blanc de la chambre du gouvernement. Donc voilà, Fangio qui craignait une chasse aux sorcières n'a jamais subi cette chasse aux sorcières, bien au contraire, il a toujours été extrêmement aimé et respecté dans son pays, comme une idole. Enfin, Fangio a refait parler de lui en 2015 puisqu'il a été exhumé suite à la demande de 2 jeunes pilotes, qui l'ont fait séparément d'ailleurs la demande, 2 jeunes pilotes qui disaient que Fangio était leur père. Et donc qui ont mené des actions en justice pour prouver leur lien de paternité avec Juan Manuel Fangio. Et il se trouve que, effectivement, Juan Manuel Fangio était bien le père des 2 enfants qu'il n'avait jamais reconnus. Voilà, c'est tout. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!